Je vous retrouve enfin avec ma tant attendue pale du Pumpkin Autumn Challenge 2025. Quoique je dis tant attendue, c'est plutôt pour moi, hein, parce que je sais pas si à l'heure actuelle quelqu'un attend encore une pale le 15 septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver avec cette vidéo parce que l'année dernière j'avais passé mon tour, j'avais un peu d'autres chats à fouetter, mais cette année, we're so back! Je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, j'avoue que, alors quand la vidéo est sortie, j'étais tellement contente. J'étais chez Cornelius, on l'a regardé ensemble comme deux gosses un matin de Noël. On a fait nos petites pales ensemble. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, mais vous allez voir des titres dans les mêmes catégories que ce que Cornelius a fait pour sa pale. Parce que vu qu'on était ensemble, on s'est dit « Ah, j'aimerais trop lire ça. Ah, moi aussi. Ah, toi, tu devrais mettre ça dans telle catégorie. Toi, tu devrais mettre ça. » J'ai copié, voilà, j'ai copié. Bref, tout ça pour dire que quand la vidéo est sortie, j'étais très contente et en même temps, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin quant à l'arrivée de l'automne, mais un peu comme chaque année parce que j'ai tellement pas profité de l'été. Franchement, j'avoue, je l'ai un peu mal vécu cet été. Et du coup, je savais pas si j'étais contente de me dire bon, bah, de toute façon, il n'y a pas eu d'été, enfin, pour moi en tout cas, donc autant passer à autre chose. Ou bien si j'étais triste de me dire ah ouais, donc vraiment cette année, l'été ça aurait été de la merde. Trêve de blabla, je vous explique un petit peu comment j'ai fait cette année. J'ai repris le modèle des pales que j'avais fait les 2 années précédentes où j'avais fait le challenge. C'est-à-dire que j'ai pas de pile à lire un petit peu stricte à proprement parler comme j'avais fait pour les premières éditions. Où je mettais un livre pour chaque catégorie et je lisais tout, je ne sais pas par quel miracle, et après je vous faisais un petit bilan de tout ça. Là, j'ai plutôt une espèce de liste d'envie, dématérialisée d'ailleurs, hein, parce que je suis toujours dans le même mood d'installation, j'ai pas beaucoup de livres. Par contre, j'ai beaucoup d'envie, mais je me suis quand même un petit peu calmée puisque j'ai mis 2 livres par catégorie. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la vidéo. Comme chaque année, le premier menu est mon préféré, automne frissonnant, automne spooky, on adore. La première catégorie s'appelle Monster Mash et j'ai décidé d'y mettre un titre que j'ai envie de lire depuis plusieurs années, que j'ai feuilleté cette année chez Cornelius, qui est magnifique. C'est un ouvrage qui est disponible en relié. Pas trop mon truc d'habitude les livres en relié, sauf quand ils sont pas très épais, je sais pas pourquoi. Il s'agit de Slewfoot de Brom, je pense que vous l'avez vu passer un petit peu partout sur les chaînes anglophones et francophones qui lisent en anglais. Malheureusement, c'est toujours pas traduit chez nous. J'avoue que j'aurais bien aimé parce que des fois je suis un peu flemmarde, même si je suis bilingue finalement. Ici, l'histoire se situe, il me semble, dans le Massachusetts, en tout cas en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. On est au XVIIe siècle et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Habitat. J'ai bien retenu son nom, ce qui est rare parce que pour moi, Habitat quoi. Et je ne sais plus ce qui se passe exactement, mais il me semble que une espèce d'entité un peu diabolique va se réveiller, qu'elle est accusée de sorcellerie et que va y avoir une guéguerre, comme dans la vraie vie finalement, comme dans l'histoire, entre les puritains, les païens, le paganisme, le christianisme. Voilà, ça a l'air vraiment trop bien, mais évidemment je vais vous dire ça avec tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est illustré avec des images mais tellement belles, par contre je pense que ça fait vraiment peur. Je suis un peu une flippette, je préfère lire des trucs d'horreur que de voir des films d'horreur, ça je fais pas. Mais même ça, je pense que ça va me faire flipper. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie n'est autre que L'Amulette de Michael McDowell, tout simplement parce qu'il sort le 31 octobre. Voilà, quoi de mieux pour Halloween qu'un nouveau McDowell. On est encore une fois dans le sud des États-Unis, dans les années 60, et je crois que c'est l'histoire d'une femme à qui on va donner justement une amulette un petit peu étrange, et à partir de ce moment-là, il y a plein de choses très bizarres et inquiétantes qui vont se passer dans sa vie, des meurtres, des décès inexpliqués. J'ai pas très envie de relire le résumé parce que quand c'est Michael McDowell, je préfère me lancer à l'aveugle finalement. Très hâte de découvrir ce titre. Dans Seriez-vous capable de l'arrêter, j'ai mis un manga que j'ai envie de relire. Il me semble que j'avais lu que le premier ou peut-être les 2 premiers, je sais plus. J'aimerais vraiment, maintenant que j'ai un abonnement à plusieurs bibliothèques et médiathèques, mettre un point d'honneur à lire des
manga et surtout à terminer mes séries de manga. Donc j'ai envie de relire le premier tome de Monster de Naoki Urasawa, qui est une espèce d'enquête, un thriller psychologique, puisqu'on suit un médecin qui, au début de sa carrière, il me semble, a pris la décision de sauver un enfant mourant qui avait été victime d'un accident, je crois, à l'hôpital dans lequel il travaille, au détriment d'un homme politique, voilà, très connu dans la région ou le pays, peut-être même, je sais plus. Et donc on a cette espèce de dilemme vraiment moral. Lui, il a pris sa décision et il s'avère que des années plus tard, cet enfant à qui il a sauvé la vie est devenu un monstre psychopathe. Et ensuite, j'ai mis un livre que j'ai envie de lire depuis qu'il est sorti et que j'ai trouvé d'occasion récemment dans ma nouvelle petite ville. Il y a un bouquiniste qui est vraiment hyper sympa et chez qui je trouve toujours des petites pépites, et j'ai trouvé La Maison du Diable de John Darnielle. C'est chez Le Gospel. L'année dernière, j'avais lu Ce qui vit la nuit de Grace Krilanovich qui est publié chez eux. C'était what the fuck au possible. Et je pense que celui-ci ne va pas faire exception, c'est un peu leur DA, j'ai l'impression. Ça va être bien pour les mots-clés enquête, suspense, thriller, puisque il est tellement beau ce livre. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il est vraiment pas en très bon état, il a pris un peu cher. Mais bon, c'est la preuve qu'il a été lu. Et on va suivre l'histoire d'un mec qui est auteur à succès de récits true crime, et il reçoit une nouvelle proposition de son éditeur. En 86, dans une petite ville des États-Unis, il y a des adolescents qui ont massacré 2 personnes dans une ancienne boutique porno, ok. Et je crois que le gars, il va aller dans cette maison qui est maintenant abandonnée. Ok, je dis n'importe quoi, on se concentre. Il a acheté la maison où a eu lieu ce meurtre. Aujourd'hui, c'est juste une petite habitation banale, et il va commencer son enquête et son immersion dans cette énigme policière. Tour à tour horrifique, réflexion sur l'obsession populaire pour les crimes réels et évocation des troubles de l'adolescence en lutte. C'est marrant parce que ce truc d'obsession pour les crimes réels, can't relate. Genre vraiment les gens qui regardent du true crime pour s'endormir la nuit, bah, comment allez-vous? Après, faut pas juger, mais moi juste je comprends pas. Après, vous allez me dire, je lis des choses très étranges, mais vraiment tout ce qui est la vraie vie, ça me traumatise. Pour ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, j'avais très envie de mettre l'accent sur le côté art, œuvre, et par contre j'ai complètement détourné l'œuvre française, puisque on va aller du côté de l'Asie, en Corée d'abord, avec le manga, enfin c'est un manhwa, Delusion. Et non, ce n'est pas le titre de ma biographie. Les dessins sont hyper beaux, je l'ai feuilleté en librairie, ça se passe en 1935, et il y a une mystérieuse Madame Song qui vit isolée depuis des années, et un jour elle mandate un jeune et beau et fringant peintre pour faire son portrait. Le type il arrive, il se dit la meuf doit être croulante, elle doit avoir au moins 90 ans, et en fait, elle-même est plutôt belle et fringante. Mystère, pourquoi en fait, pourquoi le temps semble ne pas avoir d'emprise sur elle? Et surtout, est-ce que lui, il va un jour sortir de cette maison entier? Et maintenant, on va au Japon, puisque j'ai mis un livre de Murakami qui est sorti il y a déjà des années. J'avoue que quand il est sorti, pourtant je suis vraiment fan de Murakami, malgré tous ces énormes défauts, je m'étais vraiment pas arrêtée dessus. J'étais limite, ouais, je sais pas, je m'emballais de cette sortie, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, le résumé a l'air incroyable, mais pour vous dire, je savais même pas que ça parlait de ça. Je savais pas qu'il y avait une dimension art, tableau, peinture, et surtout que ça avait l'air aussi incroyable, mais en même temps, je sais pas pourquoi je suis surprise, parce qu'encore une fois, j'adore ce que propose cet auteur. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est hyper bien foutu et ça met tellement dans l'ambiance. Au Japon, de nos jours, une maison en pleine montagne, totalement isolée, livrée à la nature, au bruit de la pluie et des insectes la nuit. Dans cette maison, des livres et des disques. Beaucoup de disques, d'opéra surtout. Et un narrateur. Il est peintre. Ces dernières années, il a fait beaucoup de portraits. Il cherche à retrouver l'inspiration.
Cette maison n'est pas la sienne, elle appartient à Tomohiko Hamada, un artiste de génie qui a vécu à Vienne avant l'Anschluss et qui, de retour au Japon, s'est mis à peindre des tableaux Nihonga. J'ai pas les refs. Il a 92 ans, il est sénile, il vit à l'hôpital. Dans le grenier de la maison, le narrateur trouve un tableau soigneusement caché, une peinture d'une grande violence, le meurtre d'un vieillard, une scène comme tirée du Don Giovanni de Mozart, mais qui serait située au Japon du 7e siècle. C'est le meurtre du commandeur. Et un jour, le vieillard du tableau se manifeste. Mais quoi? Mais ça a l'air trop bien! Et enfin, dernière catégorie de ce menu, c'est trop court à chaque fois, les songes maudits de Carmilla, dans lequel j'ai mis Festin de larmes de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi, parce que j'ai très envie de lire des trucs qui me rappellent Entretien avec un vampire. J'ai pas lu le livre d'ailleurs, mais je suis une fan inconditionnelle du film. Et là, pareil, je connais pas trop le résumé, mais ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Je crois que c'est à peu près la même époque que Entretien avec un vampire, et ça parle de vampires. Et ensuite, je me suis arrêtée surtout sur les mots-clés manoir, nuit et peut-être gothique, je sais pas exactement. La maison dans laquelle de Mariam Petrosian que Cornelius m'a donné puisqu'il a acheté les nouvelles éditions en 3 volumes dans la même collection que les Anne de Green Gables. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste qu'on est dans une maison et qu'on va suivre un groupe d'enfants étranges et particuliers. Il y a beaucoup de gens sur Booktube que j'adore qui ont déjà lu ce livre. Et c'est marrant parce que même quand les gens en parlent, j'arrive pas à vraiment en ressortir la substance exacte. Et en même temps, peut-être que c'est un livre qui ne s'explique pas, qui se lit et qui se vit. Il est énorme, mais il fait plus de 1000 pages. Mais je pense que ça va être un coup de cœur. J'ai une très 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 bonne vibe avec ce livre. Je sais aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, qui ont trouvé ça lent et chiant, mais je sais pas, je le sens bien, je le sens bien. La seule chose qu'il y a écrit derrière, c'est un petit blurb du Le Point. On sort de ce vertigineux périple comme les héros quittent l'enfance, secoués et à regret. Et vraiment, c'est ce que tout le monde semble dire, donc je suis très 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 intriguée. J'adore cette collection Grands Animaux de chez Toussaint Louverture et je pense que ça va être un voyage incroyable. On arrive au menu phare de cette année, Automne extraordinaire, et dans la première catégorie, La Bonne Auberge de la Pierre Levée. Je crois que c'est la catégorie où j'ai exactement les mêmes livres que Cornelius, qui visiblement sponsorise cette vidéo. J'ai mis Le Voleur, qui va sortir prochainement encore une fois chez Monsieur Toussaint Louverture, et dont je vous avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur la rentrée littéraire. Là, c'est vraiment une fantaisie pure et dure, j'ai l'impression, dans laquelle on va suivre plusieurs royaumes, des complots politiques, et au milieu de tout ça, un petit gars qui a volé le truc qu'il fallait pas et qui visiblement va le mettre dans la merde. Et j'ai également mis Rythme de guerre de Brandon Sanderson, le tome je sais plus combien des archives de Rochard. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas mon exemplaire avec moi, il est dans les cartons et j'ai pas trop envie de lire ça sur liseuse parce que je trouve qu'ils sont tellement agréables avec les illustrations. Donc je sais pas, de toute façon vraiment à terme il va falloir que je déménage mes affaires pour qu'elles viennent avec moi. Et un truc aussi qui me saoule au plus haut point, c'est que la deuxième partie de Rythme de guerre en grand format est en rupture de stock partout. Les rumeurs disent qu'ils ne seront pas réimprimés. Et donc je me retrouve avec un trou dans ma saga. Donc je sais pas, est-ce que vous en savez plus sur la situation? Est-ce que les Rochard grand format vont finir par être réimprimés? Est-ce qu'il faut vraiment vendre 2 reins pour acheter Rythme de guerre volume 2 à 200 € en occasion? Je ne le ferai jamais. Et auquel cas, je passe un appel. Oula, il fait très noir. Si quelqu'un parmi vous regarde cette vidéo ou connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui veut se débarrasser de son deuxième volume de Rythme de guerre en grand format à un prix normal, d'occasion, faites-moi signe. J'achète. La catégorie chaudron, foudre et clair de lune, c'est vraiment celle où je me suis lâchée, puisque là, j'ai dérogé à la règle et j'ai mis 4 livres
je pouvais pas m'en empêcher. Et encore, j'ai fait le tri, mais tout ce qui est sorcière là, je suis trop dans le mood. Le premier livre, c'en est un que j'ai déjà commencé, je suis arrivée à la fin quasiment. Il s'agit des Filles de Witch Hazel House de Nora Lake et Cécile Guillot. On suit une jeune fille qui arrive dans un internat un petit peu spécial, puisqu'en fait c'est une classe de 4 filles uniquement, dont elle. L'internat, c'est une maison victorienne, une ancienne maison familiale. C'est hyper cosy. Elles ont des cours un peu de manière indépendante à la journée. Elles font leurs trucs sur l'ordinateur. Elles ont une prof qui vient une fois par jour, je crois, quelques heures pour leur faire des leçons de littérature. Et à côté de ça, elles font leur vie. Elles boivent du thé, elles tricotent, elles deviennent amies, elles deviennent proches. Et le mystère, c'est que il semble y avoir une présence, un esprit dans la maison, et qu'un soir, elles se font une petite séance de Ouija, et que les choses tournent mal. Ensuite, il est fort possible que j'ai déjà mis ce livre dans des pales précédentes, mais j'ai remis Her Majesty's Royal Coven de Juno Dawson, que, encore une fois, j'ai dans mes cartons quelque part et que j'ai très envie de lire depuis que je l'ai. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas fait. Là, on va suivre un coven de sorcières qui est au service de Sa Majesté en Angleterre. Donc je crois qu'elles sont un petit peu undercover et je pense qu'il va se passer des dingueries et que on va les suivre dans leur travail. Ensuite, sortie assez récente en anglais et qui vient aussi d'être traduite en français, c'est Witchcraft for Wayward Girls de Grady Hendrix. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est juste le manoir des jeunes filles. Je sais plus. Dans celui-ci, on suit des jeunes filles qui sont envoyées très loin de leur famille dans un manoir, une maison, parce qu'elles sont tombées enceintes alors qu'elles sont mineures. Et j'ai l'impression que là-bas, elles vont nouer des amitiés et qu'elles vont un peu prendre conscience de leur pouvoir, certainement de leur magie. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas envie d'en savoir trop, mais j'en ai entendu que des très bons échos. Et enfin, le dernier a l'air vraiment génial. Pareil, j'en ai entendu de très bons échos, surtout sur les chaînes anglophones. Il s'agit de Magie d'encre de Emma Thirst. Je sais pas comment on prononce son nom. Encore une fois, une histoire de sorcière, une histoire de sœur, une histoire de livre dangereux écrit à l'encre de sang qui referme une magie ancestrale. Rares sont ceux qui connaissent l'existence de ces livres et plus rares encore ceux qui les protègent et sont prêts à en payer le prix. Et il y a une famille qui est propriétaire d'une collection de ces livres aussi puissants que redoutables. Et la famille a été divisée par ce secret. On a Johanna qui a dédié sa vie à la conservation de cette bibliothèque enchaînée à la maison familiale. Et sa demi-sœur Esther qui fuit depuis 10 ans une hypothétique menace. Et à la mort de leur père, qui est mort un livre inconnu à la main, il devient évident qu'il ne leur a pas tout dit. Et donc là, elles sont contraintes d'affronter le danger pour protéger leur héritage familial, et elles s'apprêtent à découvrir des secrets qui vont bouleverser leur vision du monde et de la magie. C'est un pavé le truc, mais est-ce que ça a pas l'air incroyable? Pour le cercle de la comté, c'est toujours des catégories dans lesquelles je suis pas très inspirée parce que j'aime bien quand même me mettre 2-3 titres qui sont vraiment lumineux, hyper réconfortants et cosy, mais j'aime bien être un peu cosy dans le dark, je sais pas comment expliquer, mais je me suis pas foulée cette année et j'ai mis le 3e tome de Anne de Green Gables, c'est Anne de Redmond, que j'ai mais que j'ai oublié de prendre. Comme j'ai un micro-filière, c'est mort, je vais pas me lever. Je sais pas, j'ai été prise d'une furieuse envie de continuer les aventures d'Anne que j'ai commencé il y a des années, mais encore une fois, c'est scandaleux comment je continue pas mes sagas. Et il y a un autre titre qui me fait envie depuis sa sortie, c'est La mort de tante Dimity chez Verso. Et là, c'est un cozy mystery qui va mêler un peu esprit puisque on suit une jeune fille, je crois, qui a toujours entendu parler par sa mère d'une certaine tante Dimity qui a vécu des trucs de fou. Elle a jamais trop su si cette tante c'était vraiment une personne qui existe ou si sa mère racontait n'importe quoi. Et en fait, il s'avère qu'un jour, la tante Dimity, qui existait vraiment, elle décède et elle lui lègue sa maison dans les Cotswolds et il faut qu'elle aille s'occuper de la succession. Et dans cette maison, apparemment, il y a un esprit. Ensuite, pour la catégorie laté, je ne me suis pas trop fait chier.
Voilà, c'est marron et beige, aux heures sombres de la tyrannie de Rose Castelet que j'ai rencontré en avril dernier pendant un salon du livre. Gros coup de cœur, je crois que j'ai encore pas parlé de Hurlevent sur ma chaîne. J'ai rencontré voilà, peut-être pas toute l'équipe, mais en tout cas une grosse partie de l'équipe et certaines des autrices. Coup de foudre humain pour ces personnes. Et puis vraiment, leurs livres ont l'air hyper chouette. J'en ai déjà lu un il y a quelques mois, mais comme je fais pas de vidéo, j'en ai pas encore parlé. Il faut que je me mette à la page et celui-ci a l'air super. Ça se passe en 1793 à Paris. On a une jeune femme pieuse, un homme d'église tourmenté, un comte déterminé, une courtisane effrontée, un républicain vindicatif, qui tous se retrouvent liés et emportés dans le tumulte de la Révolution française. Peu à peu, le sol français s'abreuve du sang de ses citoyens. Les aspirations personnelles se dévoilent et les complots se fomentent. Et en fait, quand je suis tombée sur ce livre, je venais de lire Petite de Édouard Carré, dont une petite portion du bouquin se déroule pendant la Révolution française. Et j'étais genre, ah vas-y, j'ai envie de retourner à cette époque. Et je sais pas, de rester dans ce côté un petit peu historique. Encore une fois, une très grosse brique, mais ça a l'air vraiment cool. Et j'ai hâte tout simplement de le découvrir. Et en fait, en fouillant un petit peu sur leur site internet, j'ai trouvé un autre de leurs romans. Pareil, qui a une couverture voilà, qui entre très bien dans le thème et qui a l'air tellement parfait pour le pumpkin. Il s'agit du Serment de Langres-Brume de Josépha Juillet. Et le résumé nous dit « Au milieu des terres de Bellegarde s'épanouit la forêt de Langres-Brume. Certains la disent hantée, d'autres la pensent peuplée de créatures maléfiques. Tous s'accordent à la trouver maudite. Au plus profond de la sylve, derrière le bruissement des feuilles mortes et le craquement des branches, se jouent de puissants desseins. » Et à son contact, Samson, Alix et Sélène verront leur vie prendre un chemin inquiétant. C'est assez succinct, bref, et un petit peu... voilà, ça dit de l'ambiance sans trop dire de l'intrigue. Et je sais pas, ça m'a un petit peu tapé dans l'œil. Depuis, il y a Sarah qui a annoncé la sortie de son nouveau roman. Enfin bref, là chez Hurlevent, il y a de quoi faire pour l'automne. On arrive au dernier menu de cette vidéo, automne rayonnant. Et pour la première catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Au début, j'étais un peu en mode « Ah, phobie, genre mythologie, chasseresse, féminisme... » C'est horrible à dire. Féminisme, trop la flemme, c'est pas ça du tout, mais c'est juste que c'est des catégories que, bizarrement, j'ai du mal à remplir quand je cherche vraiment des mots-clés comme ça spécifiques. Et en fait... à force de réflexion, j'ai dégoté 2 livres qui ont l'air incroyables. Le premier, c'est la dernière sortie de Édouard Carré, l'auteur de Petite, qui à ce jour n'a pas été détrôné, c'est toujours ma meilleure lecture de l'année. Ça s'appelle Edith Holler, ce n'est pas encore traduit en français, j'espère vraiment qu'il va être traduit comme ses autres œuvres, et ça a l'air génial. Comme d'habitude, c'est illustré par ses soins. Et encore une fois, on va suivre une jeune fille qui habite dans un théâtre avec son père qui est très autoritaire. Et de ce que j'ai compris, elle n'a pas le droit de sortir. Elle n'a jamais vu le monde extérieur, elle est claquemurée dans ce théâtre. Et un jour, son père se remarie avec une femme un peu étrange. Et je crois que Edith, elle se dit, ça va chier dans le ventilo et il va falloir qu'elle trouve le moyen de s'échapper, de s'émanciper. Et voilà, je veux pas en savoir plus, je pense que ça va être une lecture incroyable. J'aimerais bien, dans l'idéal, attendre que ça sorte en français pour le lire, mais voilà, si jamais au moins vous êtes au courant de l'existence de ce livre. Et le deuxième que j'ai croisé en librairie il y a des mois déjà, c'est Le Cercle de Lady Tan. Ça a l'air trop bien, ça se passe en Chine et on suit la jeune Yun Xian Tan qui est née dans une famille des plus éminentes. Elle est élevée par ses grands-parents pour être utile. Et sa grand-mère, c'est une des rares femmes médecins en Chine. Elle lui enseigne les 4 piliers de la médecine chinoise. Et donc, dès l'enfance, elle va se familiariser avec les maladies féminines, souvent liées à la maternité, aux côtés de son amie, une jeune sage-femme en formation. Et toutes les deux sont animées par la même vocation. Elles se promettent de rester amies pour toujours, de partager leur joie, leur peine. Mais on va imposer à Yun Xian Tan un mariage arrangé.
Et là, on lui interdit de revoir son ami et d'apporter son aide aux femmes et aux filles de la maison. Et donc elle doit se conformer à son rôle d'épouse, phobie, donner naissance à des garçons, phobie, et passer le reste de sa vie entre les murs de la propriété familiale. Quel plaisir. Comment saura-t-elle s'affranchir de ses traditions et mener une carrière d'une importance telle que nombre de ses remèdes sont encore utilisés 5 siècles plus tard? Donc, si j'ai bien compris, je pense que c'est une femme qui a réellement existé. Et vous allez dire que je ramène tout à ça, mais encore une fois, là, je suis tellement enthousiaste à l'idée de découvrir le destin, certainement romancé, d'une femme qui a existé, qui a apporté énormément au monde entier, et de comprendre d'où elle vient, quelle a été sa vie, quels ont été ses drames, enfin bref. Je pense que ça va être vraiment très bien. Ma meilleure ennemie, j'ai décidé d'y caser, encore une fois comme Cornelius, Les Nuits Blanches de Dostoïevski, parce que je pense que niveau dualité, enemies to lovers, ça va être ce genre de vibe, puisque, donc si j'ai bien compris, on suit une femme qui vient de se faire larguer comme une vieille chaussette, et elle se dit qu'elle va passer le temps avec un type venu de je ne sais où, qui est bien gentil, bien sympa. Lui, il tombe éperdument amoureux d'elle. Je crois qu'elle, elle l'apprécie plutôt bien aussi, mais son ex revient à la charge. C'est marrant, c'est très contemporain comme... je sais pas, comme... Enfin, c'est intemporel, quoi, visiblement, comme sujet. Et ensuite, j'ai mis un livre en VO qui n'est pas traduit en français, ça s'appelle Tell Me I'm Worthless. Et de ce que j'ai compris, c'est une histoire un petit peu horrifique qui va surtout parler de l'identité trans. On suit 2 personnes. Je crois que c'est 2 filles, si je dis pas de bêtises, je sais plus. 2 personnes qui ont été très amies, voire peut-être même amoureuses par le passé, et qui, au moment où démarre l'histoire, sont devenues des ennemies depuis qu'elles sont entrées dans une maison réputée hantée. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette maison, et depuis, elles ont complètement coupé les ponts, elles s'entendent plus du tout. Et voilà, ça a l'air très mystérieux, ça a l'air très sombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi leur amitié ou amour, je ne sais plus, a été brisé? Et surtout, qu'est-ce que ça semble dire de manière un petit peu plus humaine, un peu plus sociale. Pour nous qui avons besoin de souffler, j'avoue que j'ai pris le côté nature et j'ai laissé de côté espoir, paix, solarpunk. J'ai mis Autorité, qui est le 2e tome de... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Bref, le 2e tome qui fait suite à Annihilation de Jeff Vandermeer, qui avait été ma meilleure lecture de 2024. Ce livre m'a obsédée. Je pense qu'on va pas retrouver totalement la même ambiance dans Autorité, mais voilà, j'ai très envie de retourner à cet univers. Oh là, ça va faire 1 an que j'ai lu Annihilation. C'est chaud. C'est complètement halluciné. C'est hyper énigmatique, c'est inquiétant et c'est vraiment hypnotisant. Et en 2e, j'ai mis Anatomie de la stupeur d'Anne Patchett. Le résumé est très alléchant, la couverture chez Babel est de toute beauté. On suit une chercheuse au sein d'une entreprise pharmaceutique du Minnesota qui est envoyée au Brésil sur les traces de son ancien mentor, qui semble avoir totalement disparu dans la jungle amazonienne alors qu'elle travaillait sur un nouveau médicament potentiellement révolutionnaire, une pilule qui rallongerait la fertilité de plusieurs années. Ça aurait peut-être intéressé Lady Tan, ça. Personne ne sait où se trouve le docteur là qui a disparu, et le collègue de laboratoire de Marina, la meuf principale, qui a été délégué sur place avant elle, est mort, lui, dans des circonstances mystérieuses avant d'avoir mené sa mission à son terme. Et donc, Marina, forcément, elle est rongée par l'angoisse, et elle embarque pour cette odyssée vers une jungle infectée d'insectes, dans l'espoir de trouver son ancien professeur et des réponses aux questions troublantes qui entourent la disparition de son ami, l'avenir de son entreprise et son propre passé. Et enfin, pour cette dernière catégorie, rester tout le temps avec Brindille, j'ai mis un livre qui a été grandement influencé, encore une fois, pour terminer, par Cornelius, puisque
j'ai décidé de tenter de faire une relecture de À la croisée des mondes de Philip Pullman, cette fois-ci en anglais. Je pense que je vais m'acheter les belles éditions qu'il a aussi, comme ça va me donner envie. Il a dit que c'est une des trilogies les plus folles qu'il a jamais lues de sa vie. C'est vraiment une œuvre hyper foisonnante, extrêmement intéressante, et qu'en plus voilà, c'est haletant, il y a de l'aventure, c'est des enfants, c'est des animaux qui parlent, ma phobie. Animaux qui parlent, pas ma phobie si c'est vraiment un monde où il n'y a que des animaux. Mais quand les humains comprennent les animaux qui parlent, j'ai un peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un livre que j'avais déjà essayé de lire quand j'étais vraiment jeune. Hein. Je pense que j'avais même pas 18 ans, peut-être entre mes 15 et mes 17 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais pas du tout aimé. Déjà, j'aimais pas le contexte du nord de la neige et tout. Moi, c'est un truc, c'est très loin de moi. Et à l'époque, encore plus, parce que je rappelle quand même que je suis réunionnaise. Et que vraiment la neige, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que j'ai vu la neige dans ma vie. Et je sais pas, j'aimais pas le fait qu'elle avait un singe qui parle. Je trouve que les vieilles couvertures, j'ai craché, je les trouve kitsch à souhait. Enfin bref, je sais pas, ça m'avait pas du tout emballé. Et je m'étais toujours dit, pas pour moi cette saga. Mais j'avoue que qu'il y a plein de gens qui me disent en fait que c'est trop bien et que... j'ai envie de tenter de relire en tant qu'adulte un truc que j'ai pas aimé plus jeune, j'avais pas terminé hein, d'ailleurs, et de voir si je change d'avis. Et enfin pour terminer, comble du comble, animaux qui parlent, j'ai mis Watership Down. Sawyer dans Lost, il a dit que c'était un bangers, donc moi j'ai envie de lire ce que Sawyer il a aimé. Hell of a book! It's about bunnies. Watership Down, grand classique de la littérature. Encore une fois, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je sais qu'on va suivre des petits lapins qui vont être peut-être obligés de partir de chez eux, quelque chose comme ça. En tout cas, il va leur arriver plein d'aventures. Je crois qu'il y a des guerres de lapins aussi. Ça paraît what the fuck, hein, dit comme ça, mais je sais que tous les gens qui ont lu ce livre ont dit que c'était génial. Donc voilà, j'en ai marre de vivre dans une grotte et je veux comprendre la hype. Il y a énormément d'éditions, il y a une parution comme ça chez les grands animaux de Monsieur Toussaint Louverture, il y avait une parution label, je sais plus, leur collection grand format avec une très belle couverture. Il y a la collection L'Aventure comme les ânes, très beau aussi, et il y a même une édition illustrée, bande dessinée. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir Watership Down comme moi, il y a l'embarras du choix. Et voilà, c'est tout pour cette palle du Pumpkin Autumn Challenge 2025. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez puisé un petit peu d'inspiration si vous étiez encore en manque d'idées de livres à lire pour cet automne. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse, comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt normalement pour mon petit vlog des vacances entre besties. Je vous dis à très vite. D'ici là, faites de belles lectures et prenez soin de vous. Bye!